Bonjour à tous, mon nom est Carla Benjivengo. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission en français, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on a une émission très spéciale pour vous. C'est la dernière de la saison. On va mettre la table avec notre historien maison, M. Stéphane Tessier. Et ensuite, on a un concept table ronde avec Yves-François Blanchet, M. Yannick Langlois et Zéphyr Bielenski. Bonne émission. Notre premier invité aujourd'hui, j'aime l'appeler notre historien maison, Monsieur Stéphane Tessier. Ben, c'est vrai, hein? On apprend à se connaître. Ben oui. Vous êtes un homme rempli de connaissances, vous vous êtes intéressé beaucoup à l'histoire de Montréal et aujourd'hui, on va parler du lien entre la langue française et les communautés juives. Oui, c'est intéressant que tu dis, Carla, les communautés juives, car parfois on peut dire que c'est un bloc, c'est la communauté juive, mais il y en a plusieurs. Il y en a qui sont francophones, anglophones. C'est pas un groupe qui est homogène, aussi simple que ça à comprendre. D'ailleurs, est-ce qu'il y a eu des communautés juives au début de la Nouvelle-France ici au Québec? Il y a eu de l'arrivée de Juifs ici, mais on pense qu'ils se déclaraient pas Juifs. Il y a une seule fois qu'il y avait une jeune fille qui est arrivée ici en 1738, une dénommée Esther Blandeau, ben c'était déguisée en homme. Puis elle avait utilisé le nom de Jacques Lafargue pour passer incognito, mais on a découvert son subterfuge, puis on l'a retourné tout de suite en France. On pense pas qu'il y a eu de communauté juive, mais il y a probablement eu des Juifs ici à l'époque du régime français, mais qui montraient pas leurs pratiques religieuses. Mais ça va surtout se développer à partir de la conquête britannique, quand la Nouvelle-France tombe. Il y a des gens qui arrivent d'Angleterre, certains des futurs États-Unis. C'est des Juifs d'origine qu'on dit séfarades. Séfarade, d'ailleurs, en hébreu, ça veut dire Espagne. Et c'est des gens qui sont venus d'Angleterre, qui sont là depuis plusieurs générations, qui avaient été chassés il y a plusieurs décennies de l'Espagne et du Portugal. Et quand ils ont vécu en Europe, dont en Angleterre, ils vont accepter les coutumes, la culture britannique. Fait qu'ils arrivent ici. C'est des gens qui sont prêts à embrasser les cultures différentes, mais ils vont garder leurs pratiques religieuses. Fait que c'est des gens qui parlent anglophone. Ils vont s'intégrer à la communauté, mais ce qui va être vraiment une rupture vraiment radicale avec ceux qui vont arriver surtout vers le milieu des années 1800, au milieu du 19e siècle et même vers la fin. Ceux qu'on appelle les Ashkénazes, qui viennent d'Europe centrale, c'est des gens qui ont subi des persécutions. On a tenté de les éliminer. Fait que pour eux, survivre, la culture, la langue, c'est très important. Fait que c'est différent avec les séfarades. Les Ashkénazes arrivent ici puis ils parlent une langue qui s'appelle le yiddish. Eux, ils vont s'installer à partir du boulevard Saint-Laurent. Ils vont monter le boulevard Saint-Laurent. Ils vont s'installer dans des quartiers comme le plateau Mont-Royal. Mais ça, c'était pas au 19e siècle, début 20e siècle? Oui, on est dans cette période-là, effectivement. OK, mais là, vous parliez des années 1800. C'est juste de faire le lien. Voilà la chronologie, oui. Oui, donc là, quand ils s'installent sur la rue Saint-Laurent, puis on a des noms de commerce qu'on connaît très bien, là, comme Schwartz, là, le renommé Smoothie, imbattable d'ailleurs. Mais comment qu'on... Fait que c'est plus les années... Fin des années 1800, début 20e siècle, c'est les grandes vagues d'immigration juive qui est vraiment importante en nombre. Les séfarades, ceux qui étaient venus d'Angleterre, n'étaient pas très nombreux. Mais ceux qui arrivent d'Europe centrale, on parle... Dans les années 1930, ils sont rendus 60 000 à Montréal. Ça commence avec des chiffres importants. Et c'est eux qui fuyaient les persécutions russes et austro-hongrois. Moi, dans ces deux empires-là, effectivement. OK. Alors, quand ils arrivent ici, c'est des gens qui vont s'ouvrir des petits commerces. Donc, comme tu disais, il y avait Schwartz, Moishe, on va avoir des endroits comme Bagel Saint-Viateur, Bagel Fairmount. C'est des gens qui vivent dans des quartiers où il y a des francophones. Fait qu'on peut pas dire qu'ils vivaient en ghetto, en vase clos. C'est plutôt des rendez-vous manqués parce que quand ils arrivent ici, ben, la langue d'enseignement, ben, les commissions scolaires sont faites de façon confessionnelle, c'est-à-dire par appartenance religieuse. Ça va changer, ça, par la suite. Ça fait pas longtemps, en 1998, ça, c'est pas si vieux. Et les communautés juives vont choisir la langue qui va leur permettre de réussir commercialement, d'améliorer leur sort, l'anglais. Alors, ils vont aller dans les commissions scolaires protestantes où on enseigne en anglais. Alors, puis les anglophones,
les protestants, les commissions scolaires, ils vont être contents parce qu'ils sont peu nombreux. Fait qu'ils vont pouvoir accoter, au point de vue du poids démographique, en nombre, les commissions scolaires catholiques francophones. Alors, ça fait des gens qui vont vivre un peu, pas en vase clos, mais il va y avoir des rendez-vous manqués. Mais il y a des exceptions, comme par exemple, vous avez dans un roman de Michel Tremblay, il décrit un personnage qui roule dans le tramway sur l'avenue Mont-Royal. Là, ils sont contents, ils s'en vont au centre-ville magasiner. Puis là, ils passent sur Saint-Laurent. Ils viennent tout tranquilles parce qu'ils doivent l'argent aux marchands juifs. Parce que c'est les Juifs qui ont prêté beaucoup, beaucoup d'argent. Est-ce qu'on les a forcés à nous prêter de l'argent? Est-ce qu'on les a... Non. En fait, moi, je trouve que c'est une chose qu'on oublie de souligner. Fait que quand ils arrivaient dans les grands magasins comme Eaton, au centre-ville et l'Abbé, on prêtait pas l'argent. Les seuls qui leur prêtaient de l'argent, c'était les Juifs de la rue Saint-Laurent. Fait que c'est le seul endroit où on pouvait avoir du crédit pour des vêtements, toutes sortes de choses. Fait qu'il y a eu des petites réussites. Puis aussi, boulevard Saint-Laurent, c'était des manufactures de vêtements. Beaucoup de Juifs travaillaient là, mais aussi beaucoup de Canadiennes françaises. Quand il y a eu des grèves, la communauté juive s'est beaucoup mis sur le bras et sous le bras avec les Canadiens français pour faire des grèves qui vont faire plier des patrons d'usines juifs séfarades anglophones. Alors, c'est vraiment intéressant. Fait qu'il y a quelques réussites, mais il y a des choses dans l'histoire, justement, c'est pas monolithique, c'est particulier. Le portrait change quand il va arriver des Juifs qui arrivent d'Afrique du Nord, du Maroc, d'Algérie. Il y en a qui arrivent aussi d'Égypte, du Liban, du Moyen-Orient. C'est ce qu'on appelle des séfarades, mais eux parlent français. Alors, ils ont été dans un système d'école francophone dans ces pays-là. Fait quand ils arrivent ici, ils sont accueillis par la communauté juive ashkénaze anglophone. Okay. Alors, eux, éventuellement, ils ont des services qu'en anglais. Fait qu'éventuellement, ceux qui arrivent d'Afrique du Nord, ils vont finir par créer des services en français pour la communauté juive. Fait que ça va permettre de créer des ponts entre le Québec et les communautés juives de l'époque. Alors, éventuellement, il va y avoir des écoles françaises juives à une certaine époque. Là. Wow! Et on parlait tantôt de la langue, là, le yiddish. Donc, oui. Ça, en fait, si on parle des communautés juives, parce qu'il y a plusieurs, comme on a dit, c'est pas homogène, la communauté juive qui est le moins à l'aise avec le français. Donc, j'ai vu là, dans vos notes, 11% seulement d'une certaine communauté juive peut entretenir une conversation là, en français. On parle de quelle communauté à ce moment-là? Bien, les Ashkénazes, pendant longtemps, ils n'étaient pas capables de parler en français, ou très peu, là. Mais avec l'arrivée de l'État dans l'éducation, avec la Révolution tranquille, la communauté juive, ceux qui vont dans les écoles, c'est parce que maintenant, le programme scolaire force des heures minimales d'enseignement en français. À peu près 80% de la population juive parle le français. Ils sont bilingues, en fait, en général. Mais ce qui arrive aussi, c'est que dans les écoles, pendant longtemps, on les avait pas acceptés aussi. Hein, fait que ça va changer l'arrivée de l'État parce que ce qui empêchait, c'est que les écoles étaient confessionnelles. Alors, on avait des évêques qui disaient, ou des cardinaux qui disaient, les Juifs ne doivent pas fréquenter nos enfants dans les écoles. Les Juifs, c'est... Ça, c'était pas très inclusif. C'était pas très invitant, mettons. OK. Hein. Fait qu'il y a comme c'est à double tranchant. Hein? Ouais. Comme vous avez dit, rendez-vous manqué, j'aurais pas pu dire mieux parce que c'est comme si... On veut-tu être amis, on veut pas être amis, on veut-tu se communiquer, on veut pas se communiquer? Mais il y a eu des échanges quand même. Par exemple, la Société Saint-Jean-Baptiste, le fer de lance de la culture francophone en Amérique du Nord, a créé un endroit pour faire diffuser sa culture. C'est le Monument national sur le boulevard Saint-Laurent, au coin de René Lévesque. Et ils ont loué la salle. Son plus gros client, c'était la communauté yiddishophone. C'était celui qui rapportait le plus d'argent au début du 20e siècle. Une pièce de théâtre yiddishophone pouvait rapporter 20 000 à une soirée, puis une pièce de théâtre francophone, à peu près 200 $. Parce que les Yiddish, il y avait seulement cet endroit-là où il y avait des spectacles, puis il y allait en grand nombre. Et la langue Yiddish, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été parlée par des gens qui arrivaient d'Europe centrale, les Ashkénazes, et ces gens-là étaient très laïcs. Ils étaient pour l'enseignement, la religion, mais la laïcité aussi. Tandis qu'éventuellement, ils vont passer à l'anglais après la Deuxième Guerre mondiale. Et par la suite, ceux qui arrivent après la Deuxième Guerre mondiale, c'est une communauté qu'on voit souvent, sont très visibles. C'est les hassidiques, c'est les orthodoxes, qui représentent à peu près 10% de la communauté juive. Mais c'est des gens, eux, qui vont parler le yiddish, mais c'est des gens très religieux.
Fait que le yiddish a été parlé au début par des gens très peu religieux, puis aujourd'hui, il est parlé par des gens très religieux. Quoique chez la jeunesse à Montréal, beaucoup de gens sont en train de se réadonner à apprendre le yiddish. C'est une langue que des gens commencent à réapprendre. On parle de jeunes comme vous et moi, là, pas nécessairement des acidiques, là. On pourrait continuer à parler, je pense, parce que j'ai comme plein de questions qui me viennent en tête par rapport à ça. Malheureusement, on va manquer de temps, mais je terminerai avec une question. Oui. L'avenir du français au sein des communautés juives à Montréal, selon vous, ça se dessine vers quoi, rapidement? Oui, c'est ça. Mais il faut partir de l'idée qu'on vit en Amérique du Nord, on vit dans un défi de conserver la langue française. Et comme l'espèce humaine, tout change. Les cultures, les langues, ça change. Il faut accepter qu'il va y avoir des imports, des importations d'influences qui viennent d'ailleurs. Les seuls endroits où il n'y a pas de culture, il n'y a pas de langue qui ne change pas, c'est dans les cimetières. C'est ça. Donc, c'est naturel, c'est dans la nature humaine et on devra s'adapter. Merci infiniment, monsieur, et au plaisir. À la prochaine entrevue. Toujours intéressant. Monsieur Stéphane Tessier. Alors aujourd'hui, à notre émission, on a le privilège de recevoir le chef du Bloc québécois, monsieur Yves-François Blanchet. Bonjour, monsieur Blanchet. Bien, bonjour. Merci de me recevoir. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir parce que dans le fil de ces émissions, on a beaucoup appris sur la condition de la langue française, sur son avenir aussi, puis qu'est-ce qu'on peut espérer de la langue française dans des années. Vous êtes en politique depuis... En fait, j'ai touché à la politique dès les années 80. J'ai été élu à Québec de 2008 à 2014. Et de retour en politique depuis 2018, réélu à Ottawa en 2019 pour une période dont les électeurs décideront. Et outre votre carrière politique, je sais que vous avez aussi été dans le domaine artistique, notamment au début des années 2000, vous avez présidé la DISC. Et est-ce que ça a été... il y avait des quotas à respecter au niveau de la musique francophone qui était jouée notamment dans les radios? Pouvez-vous nous parler un petit peu de comment ça se faisait tout ça? Là? En fait, ce n'est pas d'hier que l'industrie du divertissement américain, qui est souvent davantage du divertissement que de la culture ou des arts, est très, très dominante à l'échelle planétaire. C'est beaucoup, d'ailleurs, un phénomène de l'après-guerre avec la grande domination culturelle et idéologique américaine. Et ça mangeait beaucoup de l'espace culturel québécois. L'industrie culturelle et musicale du Québec était quand même très, très dynamique, mais réussissait pas à se faire connaître. Ce qu'on appelle maintenant, le nouveau mot, c'est la découvrabilité. Et il y a eu une bataille qui a été menée par l'industrie de concert avec les artistes pour aller chercher un espace garanti de visibilité dans les radios. Ça soulevait un tollé parce qu'il y a des gens qui se revendiquent de toutes sortes de libertés à tous égards, mais l'utilisation des ondes qui sont publiques et confiées à l'État vient avec des obligations. Aujourd'hui, on a un débat comparable par rapport aux géants du Web qui opèrent sur le territoire, qui devraient donc être assujettis aux lois du territoire et qui essaient aussi de s'en échapper de nombreuses façons. Mais on est confronté maintenant à des entreprises qui sont plus puissantes que la plupart des États du monde et face auxquelles certains gouvernements essaient même pas de se tenir debout. Donc, au niveau du Web, est-ce qu'on peut légiférer d'une quelque façon ou c'est trop immense pour dire? En fait, il ne devrait pas exister d'espace où l'État de droit ne puisse pas intervenir. Ça, c'est vrai. Ça ne veut pas dire de tout contrôler. Ça veut dire que dans l'intérêt commun, le bien commun, la loi doit s'appliquer. Il faut avoir un minimum confiance en nos institutions. Elles sont imparfaites. Les gens qui administrent sont éminemment imparfaits. C'est pour ça qu'à Ottawa, on est 338, puis qu'à Québec, on est 125. Le nombre de personnes qui contribuent à une réflexion devrait faire en sorte qu'on évite le pire. Ça ne marche pas tout le temps, je pourrais citer des exemples, mais quand même. Et là, par exemple, dans la dernière version de la loi pour réglementer la radio, vous parliez des quotas un peu plus tôt, les conservateurs ont décidé que c'était le IAB qui allait empêcher la liberté d'expression. La loi ne dit pas ça, la loi ne fait pas ça, mais la fabrication de diables à des fins politiques est une pratique éminemment courante. La vérité a perdu ses droits à bien des égards en politique, malheureusement. Mais il faut, sur le web comme ailleurs, quoi qu'en dise Elon Musk ou Pierre Poilievre,
avoir une certaine forme de réglementation pour éviter les pires excès et pour faire en sorte qu'on protège le bien commun, qu'on protège un peu la vérité, qu'on protège les gens les plus vulnérables contre, par exemple, la propagande haineuse. Moi, je suis politicien, chef de parti, j'en reçois des brouettes par jour d'insultes, de menaces, de tout ce qu'on veut, mais des adolescents qui doivent quitter les réseaux sociaux ou qui ont des enjeux psychologiques majeurs parce qu'ils sont exposés sur Internet, que ce soit à de l'intimidation, de l'humiliation, de la manipulation. C'est terrible, là, et il faut encadrer ça d'une quelconque façon, sinon on abandonne notre monde et la loi a pour objet de ne pas abandonner notre monde. Parce que le gros dilemme que je sens, c'est qu'il faut être soit d'un côté ou de l'autre. Tu sais, soit on est complètement fermé aux différences culturelles ou on est ouvert et au détriment de notre langue et de notre culture. T'sais. Fait que, il est où le juste milieu entre l'ouverture aux autres cultures, l'ouverture à la culture internationale et le maintien et le respect de notre langue, de notre culture à nous? On vit dans un monde où les migrations, dans une population qui s'en va vers le 9 milliards activement, les migrations, notamment les migrations climatiques, des gens qui vont perdre les endroits où ils vivent. Ces gens-là vont se déplacer par dizaines, par centaines de milliers, vont chercher un meilleur endroit où faire leur vie. Et un des meilleurs endroits où faire sa vie au monde, c'est au Québec, c'est au Canada, c'est dans l'Occident. Ces gens-là vont vouloir venir. Et je pense qu'on a l'obligation de les accueillir. Est-ce qu'on est capable d'accueillir généreusement des gens à l'intérieur de la loi? Exemple, ne pas leur permettre de passer par un passage irrégulier hors de toute espèce de contrôle. C'était une bataille pendant des années avant de réussir à faire fermer le chemin Roxham puis que les gens arrivent d'une manière correcte, légale, généreuse, qu'on ne les accueille pas avec des menottes. Ça, c'est un premier enjeu. L'autre enjeu, pour que les gens soient ouverts à ça, c'est qu'il n'y ait pas l'impression de s'y perdre. Mais dans ma perspective à moi, sous réserve qu'on accepte que notre langue commune, c'est le français. Pas la langue que le monde parle à la maison, c'est pas de mes affaires. On accepte que l'État est laïque. Pas que les gens ne soient pas religieux, ils pratiquent la religion qu'ils veulent, mais pas dans l'espace de l'État. Un certain nombre de règles fondamentales, l'égalité, toutes les égalités, des genres, les égalités, que ce soit par rapport au choix personnel de quelqu'un, que ce soit par rapport justement à la religion, tout le monde est égal à l'intérieur de l'espace de l'État. Ça commande la laïcité. On ne permettra pas les inégalités entre les hommes et les femmes. Il y a beaucoup d'éléments qui sont le tronc commun. Et pour bien des gens, c'est pour ça qu'ils veulent venir ici. Il y a beaucoup plus de gens de religion musulmane au Québec qui sont venus vivre dans un Québec dont l'État est laïque, qu'il y en a qui veulent militer absolument pour le port de signes religieux dans l'espace de l'État. Quand on est d'accord sur un certain nombre de choses, dont, bien sûr, le français comme langue commune, français comme langue que tu utilises quand tu abordes quelqu'un que tu ne connais pas, parce que tu présumes que lui ou elle aussi parle français, langue commune. Bien, quand les gens adoptent ça, acceptent ça, sont informés de ça, ils l'acceptent en général de façon bien ouverte, on a une société qui ne perdra pas son identité. Et que ça nous tente ou pas, chaque fois qu'on rencontre quelqu'un de différent, il va un petit peu transformer ce qu'on est, puis on va un petit peu transformer ce que cette personne-là est aussi. Et c'est ce qui fait l'extraordinaire richesse de la société québécoise. Oui, d'abord, quelques dizaines de milliers de colons français, puis des contacts qui nous ont profondément marqués avec les nations autochtones, à ne surtout pas confondre avec des immigrants. C'est nous les immigrants pour eux, c'est pas eux les immigrants. Puis après ça, l'immigration écossaise, l'immigration irlandaise, l'immigration italienne, portugaise, d'Europe de l'Est, et plus récemment, bien sûr, c'est des gens dont les différences culturelles sont plus marquées. Et ça demande plus d'adaptation, plus d'ouverture, plus de générosité. Et on a le modèle canadien qui dit « Renoncez à qui vous êtes, à votre langue et à vos valeurs. Puis là, tout ce monde-là va venir vivre avec vous et vous serez une communauté parmi les communautés de ce beau grand Canada qui n'aura pas d'identité. » Et le modèle québécois qui dit « On va vous accueillir dans ce que nous sommes, que vous allez modifier, transformer progressivement à l'intérieur d'une unité nationale, une espèce d'universalisme très républicain dans ses valeurs fondamentales du siècle des Lumières en France. Si on s'informe, si on s'instruit, si on parle aux gens, on se rend compte qu'une position modérée, c'est celle qui rassemble le plus de monde. Et je pense que les Québécois sont des gens généreux, accueillants et modérés. Est-ce que, depuis le début de votre carrière en politique et dans le domaine artistique,
vous sentez qu'il y a eu une amélioration au niveau de la façon dont les gens perçoivent l'importance de cette culture-là? Parce que on dira ce qu'on voudra, les gens aujourd'hui, moi j'ai l'impression, quand on interagit avec des gens, j'ai l'impression que c'est comme si de parler de la langue française, c'est comme, ben oui, on parle français, ouais, pourquoi ça disparaîtrait? C'est comme si la conscience des gens par rapport à l'importance de le parler, de l'imposer aussi, parce que sinon, dans combien d'années on pourrait perdre complètement? L'imposer est une notion tout à fait valable. Donner le goût est une meilleure notion, que ces gens-là en aient le goût. Et Maintenant, comment qu'on fait pour donner? dans l'essentiel du territoire québécois, les gens qui s'abordent et qui ne se connaissent pas s'abordent en français, puis ils vont dire, ben non, le français n'est pas menacé, tout va bien. Et là, on est dans d'autres zones. Il n'y a pas si longtemps, à Laval, on abordait les gens naturellement d'abord et en français. Je suis convaincu qu'on va aller se promener, puis qu'il y a des gens qui vont venir nous parler dans la rue, puis ils ne nous aborderont pas en français. Ah, ça Ils vont arrive nous aborder toujours. en anglais. Oui, oui. Et à Gatineau, où est mon appartement de fonction, les gens parlent presque tous anglais. Et la zone de l'île de Montréal, où le français n'a plus cours légal pratiquement, est de plus en plus importante. Le quartier des spectacles au centre de Montréal, qui devait être un lieu de diffusion, notamment de culture française, est un lieu de diffusion de culture anglophone et planétaire. Et le territoire de ça couvre maintenant beaucoup Laval, la ceinture ouest de Montréal, la zone autour de Brossard. L'anglais progresse au Québec davantage que le français. Pas au niveau des valeurs. Au niveau des valeurs, tout le monde dit « c'est bien correct le français ». Mais dans le quotidien, quand ton voisin, lui, a telle valeur, puis lui, il parle anglais, puis lui, il dit que tu es un raciste si tu veux qu'il parle français, C'est ça. t'abandonnes. Un à la fois, on abandonne. Parce qu'on a Puis peur. des gens qui étaient des nationalistes très progressistes, souvent très à gauche, qui vivaient sur le plateau Mont-Royal, sont rendus que d'abord, ils s'en cachent, et après ça, ils abandonnent, puis après ça, ils nous reprochent d'être ce qu'eux ont déjà été. On n'est pas en train de gagner, mais ça va quand même mieux depuis quelques années parce qu'il y a un regain chez les francophones et les amis des francophones, on va le dire comme ça, pour prendre conscience de ça et poser des gestes. Et on a à Québec présentement un gouvernement ça a été facile pour bien des égards avec le Parti québécois, puis quand même avec les autres, ça l'a fait raisonnablement, qui a posé des gestes nationalistes assez clairs, ce qui fait que les Québécois se reconnaissent encore davantage dans le fait qu'ils sont une nation. Et nous, au Bloc québécois, on a fait adopter au Parlement le 16 juin 2021 une motion qui ne mettait pas de conditions, qui disait que le Québec est une nation dont la seule langue commune et officielle est le français. À l'époque, il y avait à condition d'être dans le Canada le mercredi après-midi s'ils vendent. Là, il n'y a pas de condition. C'est un gain qu'on a obtenu parce que le gouvernement était minoritaire et qu'on occupait beaucoup d'espace politique. Donc, il y a quelque chose qui se passe qui nous permet de reprendre espoir dans la reconnaissance qu'on se donne nous-mêmes d'être une nation, que cette nation-là a une langue qui lui est commune, un ensemble de valeurs qui lui sont communes aussi et qui ont des bonnes chances de persister. Les Québécois, vous serez d'accord ou non avec moi, on a une façon assez tranquille de démontrer notre résilience. On n'est pas des gens qui vont se battre, qui vont utiliser la querelle pour régler. On est plus dans l'attente et au moment où est-ce qu'on sent que notre culture, notre langue est en danger, là, on met notre pied à terre, comme on dit. Est-ce que vous sentez depuis quelques temps que les Québécois, moi je le sens dans mon entourage, les gens ont peur de perdre leur langue, ont peur de perdre leur identité parce qu'on a de la misère à se faire servir en français quand on va à Montréal, par exemple, ou dès qu'on sort un petit peu de la région. Je donne un exemple, je suis allée à Québec, dans la ville de Québec, et il y a un Québécois qui m'a abordé en anglais alors qu'il parlait lui-même français. Ça arrive, je me souviens d'une anecdote brièvement. Il y avait quelques jeunes, manifestement francophones, qui ont demandé quelque chose en anglais à un dépanneur sur la rue Peel à Montréal. Ils sont sortis. Après, moi, j'ai interpellé le monsieur en français, puis il m'a dit « Ça fait tellement plaisir que des francophones me parlent en français. » Parce que c'était rendu presque anormal. Maintenant,
Je pense que les Québécois sont un peuple éminemment paisible et qui, pendant longtemps, avait peu d'extrêmes. Le spectre politique au Québec n'était pas très large. Il n'y avait pas d'extrême gauche, il n'y avait pas d'extrême droite, ou sinon de façon très négligeable. Malheureusement, on ne peut qu'observer que cette espèce de sagesse populaire qui rejetait les extrêmes dans la culture québécoise perd des bouts de terrain. Il y a maintenant une gauche assez extrême qui veut exister à l'extérieur de la démocratie, à l'extérieur des institutions et se revendiquer de la Charte des droits pour multiplier les petits privilèges atomisés pour l'un et l'autre en disant que la majorité est coupable de ne pas être comme eux. Ça, c'est une gauche assez extrême. J'aime pas le mot « woke », mais en général, c'est celui qu'on utilise parce qu'à la base, les valeurs qu'ils défendent, moi, me dérangent pas. La manière, parfois, ça me dérange. Et on a beaucoup dans les réseaux sociaux une droite assez extrême qui s'exprime. Des gens qui s'alimentent à une rhétorique, puis je ne donnerai pas de nom, puis je ne donnerai pas de région, mais il y a des gens qui s'alimentent à une rhétorique qui ferait facilement avec la violence et facilement avec le mensonge dans des dossiers comme la loi sur la radiodiffusion ou la loi sur les armes à feu, où c'est des mensonges propagés à sa face même, puis tu ne peux pas courir après le monde un par un pour dire « oui, mais c'est pas vrai, on t'a donné une mauvaise information ». Et ça commence à exister au Québec. C'est peut-être encore dans les marges, mais c'est des marges qui grugent le gros bon sens. Et ça, c'est assez inquiétant. Quand on me dit que on regarde ça, puis on me dit que la position des souverainistes, c'est quelque chose d'extrême. Mon Dieu, la position des souverainistes, c'est quelque chose de tellement modéré par rapport aux valeurs, par rapport à ce qu'est une nation moderne, contemporaine, ouverte. C'est peut-être une des inquiétudes qu'on doit avoir, mais encore une fois, on est en progression. Donc, pour moi, il y a de l'espoir. Monsieur Blanchet, merci infiniment d'avoir été avec nous. Est-ce que vous restez pour la suite de l'émission? Je ne voudrais pas manquer ça. Puis je trouve ça tellement important, les médias locaux, les médias régionaux qui donnent de l'espace, qui permettent de jaser, de parler, d'en savoir plus au-delà des clips. Je ne veux pas manquer ça. Bien, restez, on va jaser. De retour à votre émission en français, s'il vous plaît. On a maintenant M. Yannick Langlois qui s'est joint à nous. Vous êtes conseiller municipal pour Lorée-des-Bois, un district. Exactement. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. C'est très gentil de votre part. Et puis, félicitations pour votre émission. Je pense que ça prend des émissions comme la vôtre si on veut protéger notre langue française. Donc, oui, je viens d'un district de l'ouest de l'île. C'est un district entre l'autoroute 13 et le boulevard Arthur-Sauvé pour ceux qui connaissent bien le coin. Et puis, c'est mon deuxième mandat. Et puis, je suis honoré d'avoir cette cause à cœur et de pouvoir aussi répondre à vos questions aujourd'hui. Vous êtes responsable là, du dossier de la langue française à Laval. Comme élu, on a plusieurs responsabilités. Évidemment, je suis responsable du dossier de la langue française, mais aussi de celui de la Fête nationale et aussi de plusieurs autres dossiers, là, dont les finances publiques. Oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et qu'est-ce qu'on fait à Laval pour freiner le déclin? Bien, tout d'abord, on a constaté le déclin. On a une grande proportion tout de même de notre population qui parle le français couramment. On a 92% des gens qui connaissent la langue française. Malgré tout, Laval, c'est la troisième terre d'accueil. C'est-à-dire qu'on a eu, entre 2016 et 2021, on a eu 16 000 immigrants, nouveaux arrivants qui sont arrivés sur notre territoire. Et puis, ce que ça a fait, c'est que maintenant, 33% des gens, c'est des Lavallois qui sont nés à l'étranger. Et puis, non seulement ça, mais 56% des gens sont des Lavallois, soit de première génération ou de deuxième génération. Donc, la majorité de nos gens sont issus de l'étranger, soit en première ou deuxième génération. Et aussi, ce qu'on a constaté, les études nous ont montré qu'on est la région québécoise qui a le plus fort recul après celui du nord du Québec. Qu'est-ce que vous voulez dire, le plus fort recul? Le plus fort recul de la langue française, de la langue maternelle française. OK. Et puis, c'est ce qui fait qu'on est inquiet à l'Hôtel de Ville. Là, je ne fais pas de cachotterie.
On veut évidemment protéger notre langue. Moi, personnellement, quand j'arrive, même l'autre jour, je suis arrivé à Sainte-Dorothée pour faire servir un café dans une chaîne et puis je me suis fait accueillir bonjour, hi. Oui. Je pense que... Au moins, il a mis bonjour parce que des fois, c'est juste hi. Oui. Juste, Oui. 8 des gens ne parlent pas français, Oui. 92 Exact. sont capables de parler Exact. français. C'est 8 peut-être de trop qui devraient l'apprendre, Oui. mais leur langue d'origine, à la limite, c'est pas grave. S'ils sont capables de parler français puis qu'ils sont capables d'interpeller les gens en français, c'est pas si pire, c'est une terre d'accueil. Mais il faut les convaincre de parler français. C'est ça. On est évidemment une très bonne terre d'accueil, nous, à Laval, et puis au Québec en général aussi, comme vous le savez. C'est certain que le problème, c'est pas nécessairement les allophones qui parlent pas vraiment ni le français ni l'anglais. C'est un recul net par rapport à la langue anglaise. Eux, nous, ce que les études ont montré, c'est que la langue anglophone, elle, la proportion... On parle d'expansion. Est en expansion. C'est passé de 13 à 14,5 en 2 ans, en 3 ans seulement. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça qu'on est inquiet. On est inquiet. Et puis là, on a mis en place plusieurs mesures, là, justement, vous en parliez, merci de votre question. Et puis, pour justement essayer de freiner le plus possible le déclin de la langue française à Laval. C'est-à-dire que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est présent avec nos organismes communautaires qui donnent des cours en francisation. Puis c'est certain que c'est pas tout dans notre cours non plus, là. Il y a une grande partie que c'est soit dans le cours du provincial ou du gouvernement fédéral. Nous, ça ne devrait pas l'être dans le cours du gouvernement fédéral. Ben, c'est ça. Mais le gouvernement fédéral nuit à ce que le gouvernement provincial essaye de faire en matière de langue française, ce qui fait que vos efforts tombent en partie dans le vide. Probablement. Mais reste que... en tout cas, c'est pas tout dans le cours de la municipalité. Non, ça c'est clair. Ça, c'est clair. On a fait aussi un guide pour les nouveaux arrivants pour essayer un guide complètement en français pour essayer de leur dire, vous arrivez à Laval, il faut que vous parliez français, au moins connaître la langue et aussi que la langue d'usage, c'est le français. On a une excellente collaboration aussi avec la Société nationale du Québec à Laval, qui est là pour la valorisation de la langue française et aussi pour, évidemment, en culture, pour organiser notre fête nationale. Je vous rappelle, je ne sais pas si vous le saviez, M. Blanchet, qu'il y a de ça 6-7 ans, il n'y avait aucune fête nationale à Laval. C'était autre chose. Oui. Et puis là, on est arrivé en place, M. Demers est arrivé en place, et puis là, on a réalisé qu'il fallait absolument avoir une fête nationale à Laval. On a refait la fête nationale. Ouais. Et puis là, maintenant, c'est la Société nationale du Québec à Laval qui est un organisme reconnu au niveau provincial aussi. Avant, c'était pas une Société nationale du Québec. On relevait de la Société nationale de Montréal. Donc, on les appuie, on essaie de trouver des solutions avec eux. Aussi, ça passe par les bibliothèques. On essaie de promouvoir des activités culturelles et aussi d'avoir un catalogue d'ouvrages en français. Et aussi, la 5e chose, celle que je veux vous parler le plus, c'est qu'on a mis en place un comité consultatif sur la langue française à Laval, la situation de la langue française à Laval, où son mandat, ça va être d'essayer de trouver des solutions pour qu'on soit une meilleure administration pour la valorisation de la langue française, pas seulement du côté administratif, mais aussi des solutions concrètes pour pouvoir freiner le déclin. Donc, et puis, il y a personne du politique dans ce comité-là. Et c'est des gens de la société civile, soit des gens intéressés ou des gens qui sont déjà membres d'une association qui valorise le français, ou bien donc c'est des gens qui ont simplement du temps à donner pour faire partie de ce comité-là. Ils vont faire rapport
au comité municipal, au conseil municipal, en 2023. C'est très rapide, ça a été fait en une vitesse éclair, et puis on s'est assuré de dire à l'administration que c'était une de nos priorités. D'ailleurs, ça marche si c'est exactement une de nos priorités, si c'est la priorité du gouvernement provincial, et puis on le sait au fédéral, on comprend, mais il faut quand même que les institutions fédérales réussissent à trouver un moyen de servir leur clientèle en français, puis ça passe aussi par là. Est-ce que les gens ont aussi, en fait, les gens ont une responsabilité là-dedans? Parce que je vous entends dire, ça c'est dans notre cours, ça c'est dans votre cours, ça c'est notre responsabilité. Exactement. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une façon de promouvoir l'idée qu'en fait, on est tous gagnants à parler français? Et tu sais, la Saint-Jean-Baptiste, c'est une fête magnifique. Puis en fait, je pense que la moitié des gens, puis là, j'ai pas de statistiques, mais les gens qui vont à ces fêtes-là, la plupart comprennent, ben, peut-être que oui, mais est-ce qu'ils comprennent vraiment ce qu'ils s'en vont fêter? Est-ce que la promotion qui est faite par rapport à cette fête-là vient vraiment promouvoir que, hey, c'est notre culture québécoise, c'est la langue française, et c'est pas juste on boit tout ça, parce que à la base, c'est pas ça, la Saint-Jean-Baptiste. Non, c'est pas ça, la fête nationale. Est-ce qu'il y a un devoir, est-ce qu'il y aurait une façon de vraiment promouvoir ça d'une façon que les gens puissent se sentir responsables aussi de leur sort, de notre sort, tu sais? Je vous remercie beaucoup pour votre question. Évidemment, la fête nationale, c'est un grand succès. D'ailleurs, je pense que ça marque le début de l'été. Et puis, on a des foules records année après année. On remplit le centre de la nature. C'est une fête qui a environ 40 à 50 000 personnes. On n'a rien à envier ni à Montréal, ni à la fête à Québec. Et puis aussi, on est l'administration qui mettons le plus de ressources affectées à la fête nationale. C'est-à-dire qu'à Montréal et à Québec, c'est la Société Saint-Jean-Baptiste qui s'en occupe. À Québec, c'est un peu la même chose. À Laval, la ville prend en charge la fête nationale. Et puis, ça, c'est pour vous démontrer l'intérêt qu'on a. Mais oui, on a chacun individuellement à se poser la question, comment est-ce que je peux améliorer mon français? Mm-hmm. Comment je peux faire pour essayer Moi, vous savez, je parle couramment l'anglais, mais je refuse quand même de me faire servir en anglais dans mon pays, dans mon coin de pays. Ouais. Je refuse catégoriquement d'utiliser l'anglais si je suis à Laval ou bien au Québec, n'importe où au Québec. Je calcule que c'est la langue commune. Mm. Et puis, tout le monde devrait, minimalement, apprendre le français et être capable de faire une transaction en français. Merci infiniment, M. Langlois, d'avoir été avec nous. Puis, je lance ça comme idée. Est-ce que ça pourrait se faire que tout ce beau monde-là qui se rende au parc de la nature, au centre de la nature, à Laval, on pourrait avoir une barrière qui dit, OK, à partir d'ici, on parle français? Ah, ça serait bien. Ah, ça serait pas pire, Ça serait très bien. Ça serait idée comme ça. Merci beaucoup. Est-ce que vous restez avec nous? Oui, absolument. Excellent. Merci. Le prochain invité qui va se joindre à nous, et non le moindre, est un jeune auteur, compositeur, interprète, slammer, Zéphyr Bielinski. Bonjour Zéphyr. Merci pour l'invitation, bonjour. Grand plaisir. Tu as été finaliste au Festival de la chanson de Granby et tu as fait un spectacle dans lequel tu as récité un de tes poèmes, donc au spectacle pour la langue française de la Société Saint-Jean-Baptiste. Oui. Et c'est là que notre directeur régional de la télévision de Laval t'a découvert et j'aurais envie que tu commences avec ce poème que tu avais fait à ce spectacle. Oui. Donc, si tu le veux bien, on t'écoute. Ça me fait plaisir. Dans les nervures d'un rocher, sur le bord du Saint-Laurent, un petit peuple de peupliers s'enracine dans le ciment. Il en a connu des durs hivers à lui en casser les branches, les doigts puis les molaires à en faire taire les mésanges. Une petite nation, franche forte forêt, qui sous les tapis de givre se cultive un jardin secret. Dans l'armure d'une pierre, sur le bord du Saint-Laurent, ce petit peuple couvre sa terre comme une outarde le printemps et il prie vainement pour que sa pierre devienne un champ. Mais tu sais, quand ta terre, c'est un gros rocher, immense falaise escarpée, crise de falaise bien à pic, c'est ardu à escalader, mais ce petit peuple de petits pains, se moyenne toujours un moyen, une bonne raison de joindre les mains et prie
prie vainement pour que sa pierre devienne un champ fleuri. Ouais, il se permet même de rêver la nuit à des cordes qui ressemblent à des pluies, aux hivers qui ressemblent à des pays. Il rêve à des intempéries intemporelles, intempestives tempêtes qui s'empêtent dans ses planchers quand le thermomètre y perd la tête. Il pense aux chênes et aux érables, aux épinettes qui peuvent dormir. Il s'imagine devenir arabe et faire germer des graines d'avenir. Rien qu'un instant, ce petit peuple pimbina devient roi de son royaume. Il rêve à une pluie franche, froide, à une salive qui l'apaise, à des bouches en cascade, à une langue française qui l'infiltre sous l'écorce de ses mélèzes. Dans ses rêves, cette amante, le French, lui fait la cour. Il jase des années 60 et il se laisse parler d'amour. Rien qu'un instant, ce petit peuple pimbina devient encore une fois roi de son royaume, grâce à cette langue dont il a maintenant chaque papille et chaque arôme. Il s'enroule dans ses exceptions, s'émoustille de ses vers. Il la retourne à l'envers jusqu'à se mêler le vocabulaire. Il dort sous son épaule pour éviter de lui faire ombrage. La laisse geindre comme un saule car l'âme vivante doit être sauvage. Et quand il se réveille, elle est encore là, à ses côtés, à l'écouter, au bout des lèvres comme un morceau de chicoutée. Et il se laisse raconter, et il se laisse tricoter, et il se laisse métisser. Petit peuple assoupi sur une petite pierre, prie vainement pour que sa langue hydrate sa terre, prie vainement qu'elle soit fertile de sa grammaire, de ses amours amers, de ses vigneaux, de ses leclercs, prie vainement que ses mots soignent ses mots, qui se rebellent comme un corbeau, que son cœur soit un oiseau, prie vainement que ses arbres donnent des fruits et que sa terre donne naissance à des gens de son pays. Mais ce petit peuple, pour changer gravelle en eau, roche en clairière, falaise en champ, il avait besoin d'un héros, d'un prophète, d'un nouveau temps. Fait d'un petit peuple et son joual n'est un petit pape nommé Tipoil, notre laboureur national. Il planta sa faux dans notre calcaire et ses mots dans notre calvaire, se pétait la gueule tête la première pour faire des racines dans la pierre. Et nous, on buvait ses paroles, écoutait ses paraboles, ses discours, un Notre Père, un velours, un soir d'hiver. Il disait, oui, que toutes les langues du monde ruisselleraient entre nos doigts, quand on saura que la nôtre compte, quand on saura se prendre dans nos bras, que les longs couteaux deviennent minces affaires, qu'il suffit de rester fier, qu'il suffit de rester fier. Et grâce à notre laboureur, notre sol est devenu un été, notre peine un petit bonheur qu'on trouvait joie à raconter. Et depuis lors, poussent les fleurs de lys à profusion, et plus jamais on ne compte les heures quand on récolte la moisson. Mais si jamais vraiment le savent mal, on ressort de notre carquois la sagesse de Tipoil et on se dit à la prochaine fois. Wow! 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 Moi, je l'ai vu à ce spectacle-là pour la première fois. Là, la plus grosse activité que moi j'ai dans mon année, j'ai dit, OK, je veux que tu viennes. Parce que c'est extraordinaire, quand c'est les plus jeunes qui adoptent les moins jeunes, il y a quelque chose à l'envers d'extraordinaire qui se passe. Le texte, il est magnifique. Écoute, moi, j'aimerais ça l'avoir sur papier parce que j'entendais Vigneault, après ça, tu tombais le petit bonheur, Félix Leclerc. Je sais que tout ça, il y a tous des liens petits, peuple. C'est vrai que les Québécois, à la fin, tu dis, il suffit de rester fier, il suffit de rester fier. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par est-ce qu'il suffit vraiment de rester fier, en fait, ou il faudrait faire plus que ça? Bien, c'est sûr que dans le « il suffit de rester fier », c'est cette idée-là qu'il suffit d'avoir confiance en nous. Parce que je pense que souvent, on se trompe, ça exclut tout le monde qui est autour de cette table aujourd'hui, mais on oublie souvent que c'est impossible de s'ouvrir à l'autre sans lui donner quelque chose de profondément original. Tu sais, si tu invites quelqu'un chez toi, lui, il n'a pas envie que tu lui serves du craft dinner, quelque chose que... C'est un exemple nul, là, mais il n'a pas envie que tu lui serves la bouffe que tout le monde mange. J'aimerais ça que tu lui serves ce que tu sais faire, que tu lui donnes une expertise. Bien, c'est pareil avec un pays, ce que j'espère sera un jour un pays, le Québec. Il faut qu'on sache que notre originalité vaut la peine. Et après, quand on offrira ça, ce sera vraiment plus simple de s'ouvrir au monde parce qu'on aura quelque chose à donner. Fait que c'est ça, il suffit de rester fier, il suffit de montrer ce qu'on a à donner, puis après, les gens voudront le recevoir et voudront même nous donner à leur tour parce que tu n'as pas envie de donner à quelqu'un qui te donne rien. Fait que si on leur donne, on recevra. Fait qu'il faut, mais c'est à nous d'amorcer cet échange-là. Fait qu'on est chez nous, c'est-à-dire on connaît bien où on est. Bref. Mais c'est moi la mauvaise animatrice qui a mal fait ses affaires, là. T'as quel âge? J'ai 19 ans. OK. T'as 19 ans. Tes amis, en général, toi, tu y crois à la souveraineté du Québec. On ne veut pas non plus tomber trop là-dedans, mais en même temps, j'ai envie d'en parler parce que est-ce que les gens disent « Ah non, c'est pas possible,
en sachant pas de quoi qu'ils parlent, juste comme, regarde. Il y a mille façons de comme se braquer devant cette question-là. Le plus populaire, admettons, dans ceux qui sont pas fermement pour comme moi, c'est en général de dire, ben écoute, quand la question se posera, j'y réfléchirai, mais en ce moment, je suis neutre. Tu sais, on est neutre. On est neutre parce que la question se pose pas dans le débat public. On est neutre parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a un statu quo qui nous écrase. Mais parce que la neutralité, dans le fond, c'est juste d'être du bord de ce qui est déjà. Et ce qui est déjà, c'est il y a un système fédéral qui écrase notre culture, qui nous empêche de nous épanouir en tant que peuple. Fait que c'est pas mal ça. Puis moi, je suis allé au secondaire dans une école au centre-ville, une école bilingue au centre-ville, juste devant le campus McGill. Fait que c'est peut-être ça qui m'a un peu sensibilisé très tôt. Mais tu sais, on est dans un contexte où le monde ne comprenne même pas l'envie de parler français. C'est moi, j'ai déjà parlé à des anglophones en anglais parce que sinon, la conversation aurait juste été impossible et j'ai pas de traducteur comme au Parlement. Fait que je parle en anglais puis il me dit Why do you want to defend French? I don't understand. Just speak English. We'll be happy. Il y a comme cette idée-là, citoyen du monde. On adopte tous une langue, la langue évidemment du colonisateur, la langue des États-Unis. C'est pas une langue universelle, l'anglais. C'est une langue qu'on nous a imposée par la force de l'histoire. Puis je veux dire, il n'y a aucune raison d'accepter de changer notre langue maternelle, de changer notre façon de voir le monde, parce que c'est aussi ça. Une langue, c'est pas un filtre, mais quand on grandit avec une langue, toute notre vision du monde est façonnée par celle-ci. Je veux dire, on m'a déjà posé la question, mais je pense même à la dernière entrevue que j'ai fait ici, on m'a dit pourquoi écrire en français, mais ça devrait même pas être une question, ça devrait même pas être un choix. Puis ça l'était pas d'ailleurs parce que c'est ma langue maternelle. Mais quand on grandit avec une langue, c'est censé être tellement enraciné profondément en nous que les mots trouvent eux-mêmes leur logique, qu'on n'a même pas à y penser. Je veux dire, quand j'écris de la poésie, les mots se suivent les uns les autres. J'ai pas besoin de comme ouvrir un dictionnaire. Ah oui, c'est quoi déjà l'affaire pour dire l'arbre avec des petites épines? Tu sais, les mots trouvent leur logique, puis c'est ça la beauté de connaître bien une langue, c'est que il n'y a même plus besoin d'y penser, puis tu es toujours surpris par la logique que trouvent les mots, par les lexiques qui naissent sans même que tu aies fait exprès. Fait que c'est ça qu'il faut cultiver au Québec. Et bon, là, je suis parti loin de la question. Non, mais c'est parfait. Mais je me demande juste, dans tes amis proches là, de ta génération, de ton âge, combien semblent t'accorder une écoute quand tu leur parles de sujets comme ça? Bien, ceux à qui je parle m'écoutent parce que j'ai le bonheur de t'entourer de gens respectueux. Tu t'entoures de gens respectueux, mais je veux dire, tu es un gars intelligent dans ta génération. Est-ce que tu sens que... En fait, c'est difficile d'avoir un portrait global juste parce que moi, j'ai une situation tellement comme montréalo-centrée dans un petit cégep artistique de Montréal. Fait qu'évidemment, tout le monde autour de moi, eux, ils feraient l'indépendance demain matin, ils feraient même la révolution communiste. Fait que, tu sais, à un moment donné, il y a pas... Je suis convaincu que les jeunes, les grands sondeurs et les grands stratèges ont dit que les jeunes ne sont pas nécessairement derrière l'idée d'indépendance. C'est peut-être vrai, parce qu'on ne leur en a pas beaucoup parlé, parce que tu réfères à René Lévesque, qui est décédé avant que tu sois né. Mais là, puis c'est une photo en noir et blanc dans un livre d'une histoire qu'on n'enseigne plus dans les écoles. Mais le jour où on se rend à poser la question à toute la population, voulez-vous vous donner tous les attributs d'un pays qui vous appartiendra, qui sera plus vert, qui sera plus français, qui sera plus généreux, qui sera plus accueillant? Je suis convaincu que la jeunesse, en très grand nombre, sinon en franche majorité, une fois la question posée, va dire, évidemment, j'accepte que vous nous donniez un pays, parce qu'il va être à nous autres, les jeunes, en premier. Moi, j'ai très confiance. Je pense aussi que c'est une façon avec laquelle la question est posée. T'sais. Je pense que les jeunes, aujourd'hui, ont l'impression que c'est une question qui ne leur appartient pas et qui est portée par du monde qui sont déconnectés avec eux, qui portent un discours qui n'est pas porteur d'espoir. Mettons, souvent, qu'on parle de langue, de culture, ils ont l'impression qu'on leur reproche quelque chose, qu'on leur dit « Vous devriez aimer Gilles Vigneault, vous devriez aimer Félix Leclerc. Pourquoi t'écoutes pas Félix Leclerc au lieu d'écouter Ed Sheeran? » Mais c'est parce que, il faut que la culture québécoise, française, puis que le discours qu'il apporte soit aussi nouveau que la société dans laquelle il prend lieu, tu sais. Et c'est pour ça que j'essaie d'être un peu engagé là-dedans. C'est pour essayer il faut renouveler tout ce discours-là, tout cet argumentaire-là pour qu'il parle aussi à des gens pour qui les enjeux ont changé. L'environnement, c'en est un. La justice sociale, c'est quelque chose qui est important. Mais tout ça, c'est des affaires pour lesquelles l'indépendance est nécessaire. Hein? J'en reviens pas toujours qu'on parle d'environnement dans une discussion sérieuse et qu'on parle pas d'indépendance. Tu sais. Tu vis dans un pays qui met ton argent dans des compagnies pétrolières et toi, tu penses que ça va être au provincial que les grands efforts vont se poser, mais il faut d'abord se délier de ce pays-là. Tu sais, mettons, le Parti libéral parle d'indépendance. Je sais pas comment ils font, il faudrait aller à leur congrès, mais... Rien à ajouter.
Non, mais c'est ça. Dans le fond, la génération plus jeune, j'ai l'impression qu'ils répètent qu'est-ce qu'ils ont entendu de part et d'autre sans nécessairement s'être vraiment réellement intéressés au questionnement. Tu sais, exemple, j'entendais une amie à ma petite sœur l'autre fois dire ben non, on peut pas devenir un pays, on n'a rien au Québec. Excuse-moi, ouvre YouTube, va voir demain matin, tape Hydro-Québec. Tu sais, je veux dire, on n'a rien au Québec. C'est comme elle a 15 ans, elle dit ça. C'est évident qu'elle sait pas de quoi qu'elle parle, mais il y a quelqu'un qui lui a dit ça, elle a entendu ça quelque part, alors que c'est faux. Ou bien quand elle ouvre son téléphone et qu'elle va sur YouTube, elle voit des contenus américains, fait qu'elle se dit, ben voilà. Exact. C'est ça les grandes sociétés. Moi, je suis dans un petit nid de plouc. C'est petit, le Québec, il se passe rien. Mais c'est ça l'effet que ça donne, tu sais. C'est complètement faux. Mais quand sur ton téléphone, t'es constamment soumis à une hégémonie qui n'est pas la tienne, t'as l'impression d'être pas in the place to be, tu sais. Fait que c'est pour ça, j'imagine, que sa réflexion l'amène jusque-là aussi. Toi, qu'est-ce que tu trouves beau du Québec? On a aimé l'affaire, mais je pense que la première chose, c'est notre profonde envie et capacité de faire les choses ensemble. Et ça, je le vois dans le milieu des arts. Tu sais, mettons, j'avais fait une recherche pour un cours sur, mettons, la différence entre le théâtre anglophone et francophone à Montréal. Tu sais. Okay. Et la profonde différence, c'est que le théâtre anglophone à Montréal ne cherche pas à être le théâtre anglophone à Montréal. Tout le monde cherche juste à faire du théâtre qui les plaît. Fait que tu auras une compagnie qui fait ci, une compagnie qui fait ça, qui essaie de montrer la diversité, qui essaie... Chacun a son mandat, puis tous poussent dans toutes les directions parce qu'il n'y a pas cette envie-là de construire un tissu commun du théâtre anglophone à Montréal. Alors que quand tu vas regarder le théâtre québécois à Montréal, tu vas voir que, québécois francophone, tu vas voir qu'il y a cette envie-là de créer des affaires ensemble, de créer une culture qui se tient, de créer quelque chose de fort et de puissant. Et même dans la création, je veux dire, c'est pas pour rien que Robert Lepage, qui est, soit dit en passant, un des plus grands metteurs en scène au monde, je veux dire, ici, on le traîne dans la boue, là, mais je veux dire, c'est un de nos plus grands praticiens dans l'entièreté de la planète. Mais je veux dire, Robert Lepage se fait connaître avec des créations qui sont créées en improvisation collective. Je veux dire, va trouver ça dans le Canada anglais du monde qui sont au niveau de Robert Lepage, qui font des créations collectives, tu sais. Je veux dire, c'est ça le Québec pour moi, c'est cette envie de tous ensemble donner nos mots, nos paroles pour créer quelque chose de plus grand que nous, au lieu de juste se centrer sur notre propre individualité et ego, parce qu'on sait que ce qui va nous permettre de créer quelque chose de plus grand que toutes nos individualités réunies, c'est de participer et de se laisser porter par ce projet-là commun, tu sais. Puis je pense que c'est ça le Québec dans toutes les sphères, tu sais, même François Legault, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, la raison qui plaît, c'est qu'il essaye d'embrasser un bon sens commun. Fait qu'on se sent tous embarqués dans ce genre de bon papa québécois-là. Fait que c'est toute cette idée de collectivité, là, je pense, qui me touche et qui nous touche en tant que société. Tu me permets-tu de poser une question? Ben oui, bien sûr. On le sait, toi, tu es dans la tranche d'âge tu sais, assez jeune. Ouais. Puis là, on a vu les dernières publicités là, du gouvernement, justement, sur les faucons, sur les... c'est ça. Et puis, comment tu perçois ça, toi, de ton côté? Et comment tu interagis avec tes amis qui mettons ça. Qui utilisent les termes anglophones? Ben, je sais pas si la question c'est sur la publicité précisément, parce que... Non, pas sur ça. Non. Donc, moi, je l'ai trouvé quand même bien ficelé, mais après, je suis le public pour. Moi, j'embarque dans ce genre d'idée-là. Mais c'est vrai qu'on n'aura jamais l'adhésion des jeunes en leur donnant ce genre de discours, tu sais. En leur disant, hey, franchement, tu utilises un mot anglais. Arrête d'utiliser un mot anglais. Non, arrête. C'est pas... Tu sais, vous avez tous été jeunes ici. Fait que vous pouvez l'être encore si vous le voulez. Puis... Je l'adore. On a envie... Quand on est jeune, on a envie d'être révolté un peu. Ouais. Sinon, il y a un petit problème avec ta jeunesse, je veux dire. Ouais. Fait évidemment que quand quelqu'un te punit et te dit arrête de faire ça, tu as juste envie de le faire plus. Ouais. Parce que tu as l'impression que ton identité, c'est là qu'elle doit s'exprimer. Ouais. Mais il faut en fait leur donner envie d'adhérer à quelque chose qu'ils trouvent fucking nice. Ouais. Je veux dire, moi, le monde autour de moi, il écoute des chanteurs québécois, là, ils trippent sur les louanges, Bal Noir, plusieurs de monde-là. Il faut juste que ça se répande partout à travers le Québec, que ce soit comme une pandémie de culture, là. Puis les jeunes, ils penseront même plus à utiliser les mots qu'on a vus dans la publicité, parce qu'il y aura vraiment un mot plus intéressant à utiliser qui va plus être trendy. Fait que... Notre identité. Mais c'est ça. Peut-être de mettre notre force, que, comme tu dis, les Québécois, à accomplir des choses en collectivité, puis à mettre ces efforts-là à justement se tenir debout devant ce qui nous appartient, qui est notre langue. Et c'est vraiment le fun de voir... De voir ça. Merci beaucoup à tous. C'était tout pour notre émission. Merci à vous d'avoir été là. Merci, M. Blanchet, M. plaisir. Et Zéphir. Merci. Bouleversant, mais on s'en va vers le bon chemin.
Merci infiniment d'avoir été avec nous. J'espère que cette émission vous a permis de voir la langue française comme une richesse et une culture à promouvoir et à faire perpétuer dans le temps pour des siècles et des siècles. Merci à nos invités d'avoir été avec nous. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux et revoir nos émissions sur notre chaîne YouTube TVRL Laval. Mon nom est Carla Benjivengo et je vous dis à très bientôt. Les premières peines d'amour sont souvent les plus dures. On sait qu'on s'aime, moi pas toujours. On prie pour que ça dure, puis on se demande pourquoi. Ça devait finir comme ça. Les premières peines d'amour sont souvent les plus dures. On se lâche plus, on se tourne autour. On s'aime à usure, mais on s'aime quand même. Mais on s'aime quand même. On danse ensemble à cette tourtée et on se contente, se forge des souvenirs tellement agréables, si inoubliables qu'on pourra pas s'en départir. Puis vient la chicane quand c'est la première fois qu'on se condamne, le monde est à l'envers. Tu peux même plus t'excuser, être froid, juste pleurer, toi qui l'embrassais hier. Les premières peines d'amour sont souvent les plus dures. On sait qu'on s'aimera pas toujours. On prie pour que ça dure, puis on se demande pourquoi. Ça devait finir comme ça. Parfois c'est un appel, une aparté, où se révèle ce qui peut se deviner par le ton anormal des sons faux qu'on parle. T'avais déjà pu t'en douter. Pris à court, t'es pu le prédire. Y a pas grand chose qui vont assez souvenir d'un temps perdu. À se dire je t'aime. Vous vouliez juste vous voir grandir, que votre fougue ne puisse jamais vieillir. Mais les semaines ont passé, avec elle la flamme. Si tu crois que t'as déjà consumé, écoute bien ces vers, laisse-moi te rassurer. Tu trouveras mieux. Tu trouveras mieux. Puis tu penses que ta chance est passée. Écoute ces couplets, laisse-moi t'en dissuader. Tu trouveras mieux. Tu trouveras mieux. Les premières peines d'amour sont souvent les plus dures. On se lâche puis on se tourne autour jusqu'à la rupture, puis on se demande pourquoi. Mais c'est bien mieux comme ça. Mais c'est bien mieux comme ça.